Voilà, c'est parti. Alors, l'exercice 5, on a le schéma de la figure qui est sur la droite de votre écran. Alors, ce circuit comporte deux générateurs identiques, de même force électromotrice et de même résistance interne. Une résistance variable X. Alors, quand on vous met une flèche en biais comme ça sur une résistance, ça veut dire que dans ce circuit, cette résistance est variable. Et un assemblage de résistance entre les points B et C. Trouver la résistance RBC équivalente à la portion BC du circuit. Exprimer l'intensité du courant traversant la résistance X en fonction de E, R, X et RBC. Trouver la puissance dissipée dans la résistance X et pour quelle valeur de la résistance X cette puissance est-elle maximale. Alors, voici donc notre première question. Je vous rappelle que la première question, c'était de trouver la résistance équivalente RBC, d'accord, sachant que entre les points B et C, on a cet assemblage de résistance. Donc, on a une résistance R en série avec deux résistances en parallèle. Alors, l'une vaut 2R et l'autre vaut R. Et cet ensemble est en parallèle avec une autre résistance qui vaut 3R. Alors, on procède comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que dans ce circuit, on cherche un endroit où on a soit des résistances en parallèle, soit des résistances en série. Alors, ce qu'on a ici, on voit tout de suite qu'on a ces deux résistances qui sont en parallèle. Donc, on va les remplacer par leur résistance équivalente. C'est-à-dire qu'on redessine notre circuit en remettant les autres résistances telles qu'elles sont, donc R et 3R, je les remets comme elles sont. Et à la place de ces deux résistances en parallèle, eh bien, je vais mettre leur résistance équivalente. Alors, comment ça se calcule la résistance équivalente à deux résistances en parallèle? Eh bien, on n'a pas directement la valeur de la résistance, mais on a 1 sur cette résistance. Donc, 1 sur la résistance équivalente, c'est 1 sur 2R plus 1 sur R. Donc, je réduis au même dénominateur. Mon dénominateur commun, ça sera 2R. Donc, 1 sur R, ça va devenir 2 sur 2R, plus 1 sur 2R, ça me fait 3 sur 2R. Et ça, 3 sur 2R, c'est 1 sur la résistance équivalente à ces deux résistances. Donc, la résistance équivalente, j'inverse, puisque j'ai trouvé 3 sur 2R, j'inverse, et j'ai la valeur de la résistance équivalente qui est 2R sur 3. C'est bon? Alors, je redessine donc mon assemblage de résistances en mettant à la place de ces deux résistances en parallèle leur résistance équivalente. Et de nouveau, je me pose la question, est-ce que j'ai quelque part un endroit où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Eh bien, on voit tout de suite qu'on a ces deux résistances qui sont en série, donc on va les assembler. Alors, pour les résistances en série, la résistance équivalente, elle est plus facile à trouver. C'est la somme des résistances. Donc, je vais avoir R plus 2 tiers de R, c'est-à-dire 3 tiers. Désactivez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais avoir R plus 2 tiers de R, c'est-à-dire 3 tiers de R plus 2 tiers de R, donc 5 tiers de R. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui me reste maintenant dans mon assemblage de résistances? Eh bien, à la place de ces deux résistances, eh bien, je mets leur résistance équivalente et je me rends compte qu'il me reste plus dans mon assemblage de résistances que deux résistances en parallèle, une qui vaut 5 tiers de R et l'autre qui vaut 3R. Donc, une nouvelle fois, j'écris que
1 sur la résistance équivalente. Cette fois, la résistance équivalente, c'est RBC. Donc, 1 sur RBC égale à 1 sur 3R plus 1 sur 5 tiers de R, c'est-à-dire 1 sur 3R plus 3 sur 5R. Après, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, puisque j'ai ici 1 sur 3R et ici 3 sur 5R. Le dénominateur commun, ce sera 15R. Donc, 1 sur 3R, il faudra le multiplier par 5. Et 3 sur 5R, il faudra le multiplier par 3. Donc, je vais avoir 3 plus 5. C'est bon? Je vais avoir, pardon, ici je multiplie par 3, donc je vais avoir 5 plus 9, d'accord, sur 15R. Donc 5 plus 9, ça fait 14. Donc 14 sur 15R. Je vous rappelle que ce que je viens de calculer, c'est 1 sur RBC, c'est pas RBC. Donc RBC, j'inverse et j'obtiens RBC égale à 15R sur 14. Et comme on vous donne la valeur de la résistance R qui vaut 14 ohms, eh bien ça veut dire que RBC est égal à 15 ohms. Voilà pour la résistance équivalente RBC. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Bon, je considère que c'est clair, hein, si vous ne posez pas de questions. Alors, on passe à la question 2. On cherche le courant qui traverse la résistance X. D'accord? Alors, on regarde bien notre circuit et on va donner des noms à nos différents courants. D'accord? Donc, je vais appeler I le courant qui passe dans cette branche. D'accord? On constate qu'on a 3 branches dans ce circuit. D'accord? J'ai 2 nœuds. C'est bon? J'ai 3 branches. Et puis, j'ai 3 mailles. J'ai cette petite maille, cette grande maille et la maille qui fait le contour extérieur. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que j'ai de particulier? Eh bien, ici, je vais écrire la loi des nœuds. Je vais écrire que si dans cette branche, j'appelle le courant qui traverse la branche I1 et que celui-là, je l'appelle I2, eh bien, je vais pouvoir dire que... Alors, une précision d'abord. Pourquoi est-ce que j'ai mis le courant, j'ai mis les courants dans ce sens? C'est parce que ce sont des générateurs et que dans ce circuit, eh bien, il n'y a rien d'autre que ces générateurs qui vont pouvoir fournir l'énergie. Donc, ils vont être traversés, ils vont se comporter en générateurs, c'est-à-dire qu'ils vont être traversés par le courant de leur borne moins à leur borne plus. D'accord? Donc, c'est évident que les courants I1 et I2 passent dans ce sens. Alors, arrivé en ce point, je vais avoir somme des courants entrants égale à somme des courants sortants. Ce qui entre ici, c'est les courants I1 et I2. Ce qui sort de ce point, c'est le courant I. Courant I qui va traverser la résistance X et la résistance RBC. Donc, j'écris que I égale à I1 plus I2. D'accord? Alors maintenant, il y a une relation entre I1 et I2 parce que ces générateurs sont identiques. Ils ont, regardez bien, la même force électromotrice et ils ont la même résistance interne. Alors, si je veux écrire la différence de potentiel aux bornes de chacun des générateurs, qu'est-ce que je vais écrire? Ici, c'est relié au point 1. Je vais écrire que VA moins VC, d'accord? C'est cette différence de potentiel plus celle-là. Je parle du générateur du haut, hein. Donc, je vais avoir VA moins VC égale à E, d'accord, plus la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Attention, le courant entre par ici et sort par là.
Donc, ça sera moins RI1. D'accord? Donc, j'écris que VA moins VC est égal à E moins RI1. Pour l'autre générateur, qui est sous la même différence de potentiel VA moins VC, je vais écrire que VA moins VC, c'est VA moins VD plus VD moins VC. D'accord? VA moins VD, eh bien, c'est E. Et VD moins VC, attention, le courant entre, le courant I2, il entre par ce point et il sort par celui-là. Donc, VD moins VC, ça va être moins RI2. C'est bon? Alors, ça veut dire que, puisqu'ils sont, les deux générateurs sont en parallèle, ils sont sous la même différence de potentiel VA moins VC. Donc, j'écris que E moins RI1 est égal à E moins RI2. Alors, E est le même, donc je peux simplifier. Je vais avoir RI1 moins RI1 égale à moins RI2. Donc, RI1 égale RI2. R étant le même, je vais écrire que I1 égale I2. D'accord? Donc, si les générateurs sont identiques, eh bien, ils sont traversés par des courants qui sont égaux. Alors, I étant égal à I1 plus I2, eh bien, je vais pouvoir dire que I1 égale I2 égale à I sur 2. Est-ce que c'est bien clair? La raison pour laquelle les courants I1 et I2 sont égaux et la raison pour laquelle ils sont chacun égal à I sur 2. C'est bon? Bon. Alors maintenant, eh bien, on va écrire la loi des mailles pour trouver le courant, I. Alors, la maille que j'ai choisie, c'est celle-ci. Je pars du point A, je passe par cette branche, d'accord? Je vais au point D, ensuite C, B et A. Ça va? Donc, je tourne en allant du point A, en faisant tout ce tour-là et en revenant au point A. C'est bon? On y va. VA moins VA égale A, VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VA. C'est bon? Tout ça égale 0, puisque je suis partie du point A et que je suis revenue au même point A, donc VA moins VA égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VB? Le courant I, il passe dans ce sens-là. Il entre par le point A et il sort par le point B. Donc, VA moins VB, ça va être X, la valeur de la résistance, multiplié par le courant. C'est la loi d'Ohm. Le courant entrant par A et sortant par B. Donc, j'ai VA moins VB égale à XI. Ensuite, VB moins VC, le courant I passe dans ce sens-là. Donc, il entre par le point B, il sort par le point C. Donc, VB moins VC, c'est RBC multiplié par I. Encore une fois, c'est l'application de la loi d'Ohm. Ensuite, VC moins VD. Alors, attention, cette fois, le courant qui traverse la résistance petit r, ce n'est plus le courant I, mais c'est le courant I2. Et on vient de voir que le courant I2, il est égal à I sur 2. Donc, je vais dire que VC, qui est ce point, VC moins VD, est égal à R, I sur 2. Le courant entre par le point C et sort par le point D, d'accord? Donc, VC moins VD, c'est R, I2, c'est-à-dire R, I sur 2. Et il me reste VD moins VA. VD moins VA, bien c'est la différence entre le potentiel de la borne moins du générateur et le potentiel de la borne plus du générateur, c'est-à-dire que c'est moins E. Alors, je répète, VA moins VB, c'est XI, VB moins VC, c'est RBCI, VC moins VD, c'est RI
sur 2 et VD moins VA, c'est moins E. C'est bon? Alors, je fais passer le E à droite et j'aurai dans le membre de gauche uniquement des termes en I, des termes qui contiennent l'intensité du courant. Et je pourrais dire que I, alors je vais avoir la somme de ces trois termes égale à E, donc je mets I en facteur, je vais avoir I facteur de X plus RBC plus R sur 2 égale à E, d'accord? Donc, je vais avoir I égale à E sur X plus RBC plus R sur 2. C'est bon? Alors, on passe à la troisième question. Troisième question, alors, question petit a, trouver la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance X. Alors, on a vu en cours que si vous faites passer un courant I dans une résistance R, eh bien, la puissance dissipée par effet Joule, c'est le produit R par I carré. Donc ici, notre résistance, c'est X. P, ça sera X multiplié par I carré. C'est-à-dire que je prends mon courant I que j'élève au carré, donc E carré sur X plus RBC plus R sur 2 au carré, multiplié par la valeur de la résistance, donc multiplié par X. Alors, question petit b, c'est la question la plus intéressante. Pour quelle valeur de X est-ce que la puissance est maximale? Alors, on a ici la puissance qui est une fonction de la variable X. Pour que cette fonction soit maximale, c'est comme ça que vous faites les études de fonction d'habitude, pour montrer qu'une fonction admet un maximum, eh bien, on regarde pour quelle valeur de X est-ce que la dérivée de cette fonction est égale à 0. Donc, je vais chercher dérivée de P par rapport à X, puisque X est ma variable ici, égale à 0. Voilà. Alors, j'ai réécrit ma puissance de manière à pouvoir dériver plus facilement. Donc, au lieu de mettre X E carré sur X plus RBC plus R sur 2 au carré, ben, j'ai mis mon dénominateur, je l'ai mis au numérateur en lui donnant une puissance négative. D'accord? 1 sur X plus RBC plus R sur 2 au carré, c'est X plus RBC plus R sur 2 à la puissance moins 2. C'est bon? Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Alors, je dois dériver cette expression qui dépend de X. Je dois la dériver par rapport à X. Alors, j'ai un produit. J'ai le produit. Alors, j'ai la constante qui va rester là tout le temps. Hein. J'ai le produit de X par cette fonction-là, par ce terme-là. Alors, quand je dois dériver un produit de deux fonctions, eh ben, j'écris que c'est la dérivée de la première fonction si j'ai par exemple deux fonctions, une qui s'appelle f et l'autre g. La dérivée du produit fg, c'est f'g plus g'(f). C'est-à-dire que je dérive une seule fonction à la fois. Je dérive la première, je la multiplie par la deuxième, plus je prends la première et je la multiplie par la dérivée de la deuxième. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. La dérivée des deux fonctions sont x et cette fonction-là, le contenu de la parenthèse à la puissance moins 2. Donc, je dérive d'abord x, donc ça va me donner 1. Donc, e carré multiplié par 1, multiplié par cette fonction que je laisse inchangée. Je la réécris ici. Ensuite, plus, cette fois, je garde cette fonction et je dérive celle-ci. Donc, plus e2x multiplié par la dérivée de cette fonction. Alors, cette fonction, je vais pouvoir dire que c'est de la forme u à la puissance n. Alors, ici, u, c'est x
plus RBC plus R sur 2. Et le n, c'est mon moins 2. La puissance n, pour moi, ici, c'est la puissance moins 2. Donc, u à la puissance n, quand vous dérivez cette fonction, c'est n u à la puissance n moins 1. C'est bon? Multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Alors, j'écris donc que mon deuxième terme, donc, c'est, je garde la première fonction, e de x, multiplié par la dérivée de ça. Alors, la dérivée de ça, ça va être, je dérive d'abord toute cette expression à la puissance moins 2, donc ça sera moins 2, de l'expression à la puissance moins 3. Je vous rappelle que j'écris u à la puissance n, sa dérivée c'est n u à la puissance n moins 1, et que n pour moi ici c'est moins 2, donc je vais avoir n, c'est moins 2, n moins 1, c'est moins 2 moins 1, donc c'est moins 3, d'accord? Multiplié par la dérivée de u par rapport à x, or mon u, c'est x plus RBC plus R sur 2. Si je dérive ça par rapport à x, eh bien j'obtiens 1, d'accord? Donc ma dérivée de p par rapport à x, je reprends tous mes termes, ça sera e de x plus RBC plus R sur 2 à la puissance moins 2. Alors, moins 2 e de x plus RBC plus R sur 2 à la puissance moins 3. Et je remets ça sous forme de fraction, c'est-à-dire que mes puissances, mes fonctions à des puissances négatives, je vais les remettre au dénominateur avec des puissances positives. Donc, je vais avoir cette expression-là qui sera égale à E2 sur x plus RBC plus R sur 2 à la puissance 2, plus 2. Et, alors, j'ai le signe moins ici, donc j'ai moins 2 fois E de x, donc moins 2 fois E de x, sur cette expression à la puissance moins 3, c'est-à-dire que quand je la mets au dénominateur, elle devient x plus RBC plus R sur 2 à la puissance 3. C'est bon? Alors maintenant, pour trouver pour quelle valeur de x est-ce que cette dérivée est égale à 0, eh ben, j'ai deux termes qui sont pas au même dénominateur, donc je vais les mettre au même dénominateur. Ça veut dire que celle-ci, cette fraction-là, je dois la multiplier pour qu'elle soit au même dénominateur que celle-là. Je dois la multiplier par en haut et en bas par x plus RBC plus R sur 2. Donc ça me donne, alors E carré que je mets en facteur, donc x plus RBC plus R sur 2, alors moins 2x, et au dénominateur, j'ai mon dénominateur commun, x plus RBC plus R sur 2 à la puissance 3. Alors, je regroupe les termes. J'ai x moins 2x, ça donne moins x, et ces deux termes-là restent tels qu'ils sont. Donc, RBC plus R sur 2 moins x, sur x plus RBC plus R sur 2 à la puissance 3, le tout multiplié par E carré. Et cette dérivée est égale à 0 quand son numérateur est égal à 0, c'est-à-dire quand x est égal à RBC plus R sur 2. Voilà. Alors, comme RBC est égal à 15 hommes et que R est égal à 1 homme, donc ça donne x0 égale 15,5 hommes. C'est bon? Alors, le fait que la dérivée soit nulle, ça ne dit pas forcément que c'est un maximum, que la puissance est maximale. Ça veut dire qu'elle est soit maximale, soit minimale. Donc, il faut quand même vérifier que c'est bien un maximum. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie ce qui se passe pour les valeurs de x inférieures à cette valeur x0. On regarde quel est le signe de la dérivée. Pour les valeurs de x supérieures à x0, on regarde quel est le signe de la dérivée. Et bien ici, on voit tout de suite que si je prends
Alors, x0, c'est ça, hein, c'est RBC plus R sur 2. Si x est inférieur à x0, vous voyez que la dérivée est positive, c'est ce que j'ai écrit là. Par contre, si x est supérieur à RBC plus R sur 2, le numérateur sera négatif, c'est-à-dire que ma dérivée sera négative. Alors, ça montre bien ça, que j'ai bien affaire à un maximum et pas à un minimum, puisque je vais avoir des p pour les valeurs de x inférieures à x0, j'ai une dérivée qui est positive, ça veut dire que j'ai une fonction croissante, d'accord? J'arrive à un endroit où la dérivée est nulle, donc je ne sais pas si c'est un maximum ou un minimum. Par contre, juste après, pour x supérieur à x0, j'ai trouvé une dérivée négative, ça veut dire que c'est une fonction décroissante. Donc, si je regarde ma fonction p en fonction de x, elle est bien croissante avant x0, décroissante après x0, donc x0 est bien un maximum. Est-ce que c'est bon? Ça va? D'accord, merci Lamia. Bon, alors, on passe à l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, alors, pour une fois, eh bien, on a un récepteur pur dans un circuit. Alors, voilà notre circuit. Je vais reprendre l'énoncé, peut-être. Voilà. Alors, on considère le circuit de la figure ci-contre comportant un générateur de force électromotrice E1 qui vaut 100 volts, un générateur réversible E2, donc celui-ci de force électromotrice 50 volts. Alors, vous notez bien qu'on vous dit que on a un générateur de force électromotrice E1 et un générateur réversible de force électromotrice E2. Ça veut dire que celui-là se comportera toujours en générateur, alors que celui-là, étant réversible, il peut se comporter comme un générateur, mais il peut aussi se comporter comme un récepteur. Donc, il faut s'attendre à ce que le courant I2 passe soit dans ce sens, et à ce moment-là, ce générateur serait un générateur, soit dans l'autre sens, et à ce moment-là, ce générateur se comporterait en récepteur. Alors, deux résistances internes respectives R1, R2, et un récepteur de force contre-électromotrice petit e et de résistance interne R'. Premièrement, établir les expressions des intensités des courants I1, I2, I3 circulant dans les différentes branches du circuit. Alors, on vous a imposé le sens des courants. Ça veut dire qu'il va falloir faire les calculs avec ces sens-là et on n'a pas le choix. Le choix est imposé. D'accord? Généralement, je vous rappelle que quand vous appliquez les lois de Kirchhoff, vous pouvez fixer de manière arbitraire le sens des courants. Mais ici, on vous l'a imposé. Alors, deuxièmement, quelles conditions doit vérifier la force contre-électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? Troisièmement, calculer les courants I1, I2, I3 pour E égale 60 volts. Et quatrièmement, l'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il comme générateur ou comme récepteur? Justifiez votre réponse. Alors, on va. Voilà. Alors, on a donc un circuit dans lequel il faut déjà repérer
quels sont les nœuds, quelles sont les branches, quelles sont les mailles, etc. Alors, j'ai un circuit dans lequel j'ai deux nœuds. Les nœuds sont A et C. Je vous rappelle que les nœuds, c'est des points du circuit où aboutissent au minimum 3 conducteurs qui relient les éléments de circuit entre eux. D'accord? Donc, 3 fils de connexion qui aboutissent au même point, ça définit un nœud. Donc, A et C sont des nœuds. Ensuite, les branches. Les branches, c'est ce qu'il y a entre deux nœuds. Donc, il y a la branche A, B, C, il y a la branche A, B, C, et il y a la branche A, F, C. C'est bon? Ensuite, il y a les mailles. Alors, les mailles, il y en a 3. Il y a A, B, C, D, A. Il y a la maille A, B, C, F, A. Et il y a la maille qui est constituée par le contour extérieur A, B, C, F, A. D'accord? Alors, on a ici 3 inconnus qui sont les 3 courants I1, I2 et I3. Alors, j'ai besoin de combien d'équations pour trouver ces 3 courants? Eh bien, j'ai besoin de 3 équations indépendantes. Alors, on a rediscuté la dernière fois, au dernier TD, de cette histoire, ou au dernier cours, je sais plus, de cette histoire d'équations indépendantes. Alors, on va appliquer donc les lois des nœuds, la loi des nœuds et la loi des mailles, de manière, puisque j'ai 3 courants à trouver, de manière à trouver 3 équations indépendantes qui contiennent les inconnus I1, I2 et I3. Alors, loi des nœuds, j'ai dit que j'avais 2 nœuds, j'ai le nœud A et le nœud C. La loi des nœuds, elle dit somme des courants entrants égale à somme des courants sortants. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort au point A? Alors, au point A, eh bien, ce qui entre, je regarde bien le sens des courants, c'est le courant I3 qui entre et les courants I1 et I2 qui sortent. D'accord? Donc, j'écris loi des nœuds, I3 égale à I1 plus I2. Je vais vérifier qu'à l'autre nœud, j'ai la même chose. Au nœud C, je dois écrire que la somme des courants qui entrent égale à la somme des courants qui sortent. Quels sont les courants qui entrent? C'est I1 et I2, d'accord? Les courants qui sortent, c'est le courant I3. Donc, j'écris I1 plus I2 égale I3, c'est-à-dire exactement la même équation. Donc, je ne l'écris qu'une seule fois puisque je cherche les équations indépendantes. Réécrire 2 fois la même équation, c'est écrire 2 équations dépendantes. D'accord? Donc, je garde une seule fois la loi des nœuds puisque j'ai obtenu la même équation. Alors, loi des mailles maintenant. Alors, quelles sont les mailles qu'on va prendre? Eh bien, on peut, par exemple, prendre les 2 mailles, soit les 2 petites mailles, soit la maille du haut avec le contour extérieur, soit la maille du bas avec le contour extérieur. Alors, moi, ici, dans mon calcul, vous pouvez vous amuser à refaire le calcul autrement, mais moi, j'ai pris la petite maille du haut et la petite maille du bas. Alors, on y va. Donc, j'ai pris la maille A, B, C, D, A. Je pars du point A, je fais tout le tour de la maille, je reviens au point A et je dois avoir le potentiel qui n'a pas varié. J'écris VA moins VA égale 0. Donc, VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0. C'est bon? Alors, on y va. VA moins VB, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R1. La résistance R1, elle est traversée par le courant I1. Il entre par le point A, il sort par le point B. Donc, la loi d'Ohm, elle nous donne VA moins VB égale à R1 I1. C'est bon?
Ensuite, VB moins VC. VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur numéro 1. Donc, c'est moins E1. D'accord? Puisque le potentiel du point B va être un potentiel négatif, alors que le potentiel du point C va être un potentiel positif. Donc, quand je fais la différence, eh bien, j'obtiens moins E1. Alors, je vois apparaître une question. On fait pas l'équation de la maille. Alors, A, B, C, F, A. Alors, on l'a fait pas, c'est pas qu'on l'a fait pas. C'est-à-dire qu'on a le choix, on a vu la dernière fois, hein, on avait, je sais pas si vous avez assisté au cours de la semaine dernière, j'avais repris cette histoire d'équation indépendante. Il nous manque, on a déjà notre première équation qui est l'équation 1. Maintenant, pour les mailles, j'ai dit qu'on avait le choix entre AB, C, D, A comme première maille, AD, C, F, A comme deuxième maille. D'accord? Ça, c'est un premier choix. Deuxième choix, suivez bien. Deuxième choix, AB, C, D, A et AB, C, F, A. Ça va? Ça, c'est le deuxième choix. Ou bien, troisième choix, AD, C, F, A. D'accord? Et A, B, C, F, A. C'est-à-dire, soit les deux petites mailles, soit la petite maille du haut avec la grande maille, soit la petite maille du bas avec la grande maille. Voilà. C'est l'un de ces trois choix que vous faites pour avoir deux équations indépendantes. Alors, moi, j'ai choisi les deux petites mailles. Donc, je suis en train de regarder la loi des mailles sur la maille A, B, C, D, A. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Okay. C'est-à-dire que si on devait rajouter à ces deux mailles, si on devait écrire la loi des mailles pour les trois mailles, eh bien la troisième équation sera forcément une combinaison des deux autres. Donc ça sert à rien d'écrire. D'accord, on avait vérifié, reprenez votre cours de la dernière fois, on avait vérifié que quand on écrivait les trois équations en mailles, les deux petites mailles et la grande maille, eh bien, on a obtenu l'équation de la grande maille qui était la somme des deux équations des deux petites mailles. Donc, ça servait à rien de l'écrire puisque ça ne nous donnait pas une équation indépendante, ça nous donnait une combinaison des deux autres, donc une équation dépendante des deux autres. C'est bon? D'accord. Alors, je reprends. On est dans notre maille A, B, C, D, A. D'accord? Donc, on en était à VA moins VB qui vaut R1 I1 et VB moins VC qui est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, VB moins VC, c'était moins E1. Ensuite, VC moins VR prime, VC moins VD, qui est la différence de potentiel au borne de la résistance R', qui est traversée par le courant I3 du point C au point D, donc c'est plus R' I3. D'accord? Alors, ici, il y a un petit détail à noter, c'est que le courant, je vais chercher VD moins VA. Alors, dans mon schéma d'origine, j'avais pas la polarité du récepteur. C'est moi qui ai rajouté plus et moins. D'accord? Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce récepteur étant un récepteur pur, ce n'est pas un générateur réversible qui pourrait se comporter en récepteur, c'est un récepteur pur, c'est-à-dire que ça peut par exemple être un moteur
qui ne peut être traversé par le courant que dans un sens. D'accord? Eh bien, ce récepteur, à partir du moment où on vous dit que le courant I3 passe dans ce sens, eh bien, ça vous impose la polarité du récepteur. Ça vous impose l'emplacement de la borne plus et de la borne moins. Et donc, VD moins VA, eh bien, c'est forcément plus E, puisque j'ai la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du récepteur. Alors, je relis mon équation. VA moins VB, c'est R1 I1. VB moins VC, c'est moins E1. VC moins VD, c'est R' I3. Et VD moins VA, c'est plus E. Alors, tout ça, je suis partie du point A, je suis revenue au point A, donc VA moins VA égale 0. C'est bon? Alors, je réorganise un peu mon équation. Je laisse les termes avec des courants à gauche et les termes qui dépendent pas des courants à droite. Voilà. Donc, j'ai fait passer moins E1 plus E à droite. Ils deviennent E1 moins E. C'est bon? Alors, je passe à la maille ADCFA. J'aurais pu tout aussi bien prendre la grande maille, hein. Mais bon, j'ai fait ce choix. On va s'en tenir à nos équations. Alors, la maille A, D, C, F, A. Je pars du point A, je reviens au point A et j'écris que VA moins VA égale 0. Alors, VA moins VD plus VD moins VC plus VC moins VF plus VF moins VA égale 0. C'est bon? Alors, je vais commencer par VA moins VD. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma borne plus qui est à droite, donc qui est reliée au point D, et ma borne moins qui est à gauche, donc reliée au point A. C'est-à-dire que VA moins VD, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, ça me donne moins E. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est forcément une différence de potentiel qui est négative puisque je fais la différence entre un potentiel négatif et un potentiel positif. D'accord. VD moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R' qui est traversée par le courant I3 qui est dans ce sens. Il entre par C, il sort par B. Or moi, je ne suis pas en train de chercher VC moins VD, je suis en train de chercher VD moins VC. Donc, ce sera moins R' I3. C'est bon? Ensuite, VC moins VF. Alors, VC moins VF, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, ce sera plus E2. Et enfin, VF moins VA, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2. Alors, attention, le courant entre par A et sort par F, c'est-à-dire que VA moins VF égale à R2I2, mais moi, je ne cherche pas VA moins VF, je cherche VF moins VA. Alors, VF moins VA, ce sera moins R2I2, puisque le courant entre par A et sort par F, et que moi, je cherche VF moins VA. Donc, ce sera moins R2I2. C'est bon? Alors, voici mon équation. VA moins VD, c'est moins E. VD moins VC, c'est moins R'(I3). VC moins VF, c'est plus E2. Et VF moins VA, c'est moins R2I2. Alors, tout ça, je suis partie du point A, je suis revenue au point A. Donc, la somme de toutes ces différences de potentiel me donne 0. Ensuite, je réorganise un peu mon équation. Je garde à gauche tout ce qui dépend des courants et à droite les termes qui ne dépendent pas des courants. Alors, je vais avoir moins R2I2
moins R'I3, d'accord, égale à plus petit e moins E2. Alors, comme j'ai un petit peu trop de signes moins, ben, je multiplie tout par moins 1 et j'obtiens donc R2I2 plus R'I3 égale à E2 moins 1, moins E, moins petit e. C'est bon? Alors, je résume, mes équations indépendantes sont donc I3 égale I1 plus I2, R1I1 plus R'I3 égale à E1 moins petit e, et R2I2 plus R'I3 égale à E2 moins petit e. Alors, on passe aux valeurs numériques dès qu'on a écrit nos équations parce que ce sera plus facile pour faire nos combinaisons d'équations pour pouvoir éliminer les inconnues l'une après l'autre pour se retrouver au bout du compte avec une seule équation et une inconnue. C'est plus facile de manipuler des valeurs numériques que des expressions avec des R2, des R1, des R', etc. Voilà. Alors, j'ai tout remplacé. Donc, je sais que R1, c'est 1 kilo-ohm, c'est 1000 ohms. Je sais que R2, c'est 2000 et que R', c'est 100. D'accord? D'un autre côté, les valeurs des forces électromotrices, eh bien, E1, c'est 100, E2, c'est 50 et le petit e est inconnu. D'accord? Donc, je vais avoir dans mes équations le petit e qui continuera à apparaître. Bon, alors ça me donne comme équation 1000, alors I3 égale I1 plus I2, 1000 I1 plus 100 I3 égale 100 moins petit e, et 2000 I2 plus 100 I3 égale 50 moins petit e. Alors, généralement, la loi des nœuds vous met un peu sur la voie pour savoir quel est le courant que vous allez éliminer en premier, d'accord? Puisque I3 peut s'écrire en fonction des deux autres de manière simple, c'est juste une addition. Eh bien, on va éliminer I3, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans les deux autres équations I3 par I1 plus I2. Et de cette façon, eh bien, on aura une équation qui va disparaître, on n'aura plus que deux équations à deux inconnus. C'est-à-dire que l'inconnu I3 ne va plus apparaître, on n'aura que deux équations dans lesquelles les deux inconnus seront I1 et I2. Alors, on y va. On va remplacer I3 par I1 plus I2. Voilà. J'ai, dans la deuxième équation, ici, j'avais I3, je le remplace par I1 plus I2. Et pareil, dans la troisième équation, j'ai remplacé I3 par I1 plus I2. Alors, on regroupe les termes, on réorganise un peu nos équations. Le terme en I1 ne doit apparaître qu'une seule fois, donc je vais faire la somme ici, 1100 I1 plus 100 I2 égale à 100 moins petit e, et dans la deuxième équation, eh bien je vais avoir 100 I1 plus 2000 I2 plus 100 I2, c'est-à-dire 100 I1 plus 2100 I2 égale à 50 moins petit e, le second membre ne change pas. C'est bon? Alors maintenant, eh bien il faut que j'arrive encore à éliminer une autre inconnue, c'est-à-dire que je veux me retrouver avec une seule équation à une inconnue. Alors, on fait ce qu'on veut, je veux dire qu'on commence par l'inconnu qu'on veut. On peut par exemple décider d'éliminer l'inconnu I1. Alors pour éliminer I1, eh bien il faut que j'ai le même coefficient ici et là dans les deux équations, et je pourrais de cette façon, si je multiplie la deuxième équation par 11, eh bien je vais avoir, c'est bon, je vais avoir 1100 I1 plus 2100 par 11, ça va faire 23 100, d'accord, I2,
C'est bon? Égale à, alors, 55 moins, je suis en train de multiplier par 11, moins 11e. C'est bon? Et je vais faire la différence entre les deux équations que j'obtiens. Alors, si je fais la différence, alors je vous engage à prendre un stylo et une feuille et refaire le calcul. Donc, je vais avoir 1100 I1, d'accord? Je m'occupe des coefficients de I1, hein. 1100 I1 moins 1100 I1. Donc, ça va faire 0. On a éliminé l'inconnu I1. Ensuite, 100 I2, d'accord? Plus, alors moins, pardon, je vais avoir 100 I2 moins 23 100, c'est bon? I2, ça va, égal à 100 moins E plus, si je multiplie par 11, ça va me faire 550, j'avais dit 55 tout à l'heure, c'était faux. Hein. 550 moins 11E, alors ce sera moins 550 et plus 11E. C'est bon? Alors, j'ai tout multiplié par moins 1, ça me fait 23 000 I1 égale à 450 puisque j'avais ici moins 550 plus 100, donc ça fait moins 450. Ici, j'avais moins 11E, alors j'ai soustrait, hein, oui, donc ça va me faire plus 10E. C'est bon? Et si je multiplie le tout par moins 1, ben ça me donne 23 000 I2 égale à 450 moins 10E. Est-ce que vous retrouvez ça? C'est bon? Vous avez fait le calcul? J'aurais dû rajouter une étape pour que vous voyez bien ce que j'ai fait. Hein. Donc je l'écris 1100 I1 plus 100 I2 égale à 100 moins petit e. La ligne suivante, je l'ai multipliée par 11. Donc, ça me fait 1100 I1 plus 23 100 I2. De l'autre côté, 550 moins 11E. Et j'ai fait la soustraction, c'est-à-dire 1100 I1 moins 1100 I1, 0. 100 I2 moins 23 100 I2, donc ça me fait moins 23 000 I2. Et le second membre, je vais avoir 100 moins 550, ça me fait moins 450. Et moins E plus 11E, donc plus 10E. Si je multiplie tout par moins 1, ça me donne bien l'équation que j'ai écrite, 23 000 I2 égale à 450 moins 10 fois petit e. Est-ce que quelqu'un a vérifié en même temps que moi? Personne? D'accord. Merci Maya. Alors, ça donne donc, on se retrouve au bout du compte avec une seule équation à une seule inconnue. Donc, j'ai I2 égale à 450 moins 10E divisé par 23 000. Alors, je peux simplifier un peu. Je peux tout diviser par 10. Donc, j'ai 45 moins petit e sur 23 000. C'est bon? Alors, maintenant, je cherche I1. Alors, ce que j'ai fait, on aurait pu prendre I2 et le remplacer dans l'une des équations, d'accord? Mais comme j'ai une fraction ici, j'ai trouvé que c'était un petit peu risqué de procéder de cette façon parce qu'on peut faire des erreurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes équations de départ, d'accord? Et cette fois, eh ben, j'ai éliminé I2, d'accord?
Alors, pour éliminer I2, c'est-à-dire que je veux me retrouver avec une seule équation qui ne contient que l'inconnu I1. Alors, pour éliminer I2, eh bien, j'ai multiplié la première équation par 21 et ensuite j'ai fait la soustraction entre les deux équations. Ça va? Alors, si je multiplie par 21 ici, ben, j'obtiens 23 100 I1 plus 2100 I2, d'accord, égale à 2100 moins 21E, et je fais la soustraction, j'obtiens 23 000 I1, ça va, égale à 2050 moins 20 fois E. Alors, pourquoi j'ai obtenu 2050? J'ai multiplié par 21. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai multiplié celle-là par 21 et j'ai fait la soustraction. Donc, j'avais 2100 moins 50, ça donne bien 2050. D'accord? Et je vais avoir moins E plus, pardon, moins 21E plus E, ça me donnait moins 20 fois E. C'est bon? Donc, I1 égale à 2050 moins 20E divisé par 23 000. Et si je divise tout par 10, eh bien, ça me donne I1 égale à 205 moins 2 fois E sur 2300. Alors, là, le troisième courant, ben, je fais la somme des deux, puisque j'ai obtenu des fractions avec le même dénominateur, ben, c'est très rapide de faire la somme des deux. Et j'ai I3 égale 250 moins 3 fois E sur le 300. Est-ce que tout le monde a suivi? C'est bon? Alors, la seule petite difficulté ici, c'est que ma force contre-électromotrice, je la connais pas. Donc, vous la retrouvez dans les expressions de I2, de I1, de I3. D'accord? Alors, question suivante. Pour quelle valeur de petit e est-ce que le dispositif peut fonctionner? Alors, je vous rappelle que quand on a fait les lois de Kirchhoff, eh bien, on a regardé, on s'était dit que on pouvait choisir les courants de manière, le sens des courants de manière arbitraire, et que dans la branche où il y a un récepteur pur, si on se retrouve avec un courant négatif, eh ben, ça veut dire qu'il faut refaire le calcul parce que ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Eh bien ici, le sens du courant ayant été imposé, eh bien ça veut dire que ce dispositif ne peut fonctionner avec le courant I3 qui passe dans ce sens que à la condition que on trouve ce courant I3 positif, c'est-à-dire que la condition pour que I3 passe bien dans ce sens, ce sera une condition sur la valeur de petit e. Il faut que le numérateur de cette expression soit positif. Alors, on regarde quand est-ce que I3 est positif, donc 250 est supérieur à 3 fois E, eh bien, c'est quand petit e est inférieur à 83,3. Voilà la condition sur petit e pour que le dispositif puisse fonctionner. Alors ensuite, eh bien, on vous dit de faire les calculs pour petit e égale 60. Alors, au passage, on vérifie qu'on est bien dans qu'on obéit bien à cette condition. On a trouvé que ça pouvait fonctionner si E est inférieur à 83,3 volts. Or, on nous donne E égale 60 volts, donc tout va bien. 60, c'est plus petit que 83. Donc, ça fonctionne, on peut calculer nos courants.
D'accord? C'est aussi cette donnée, c'est aussi une façon de vérifier que vous vous êtes pas trompé dans vos calculs sur la condition à laquelle doit obéir petit e pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Alors, ben, j'ai fait les calculs. Alors, j'ai mis en milliampères. Un milliampère, je vous rappelle que c'est un millième d'ampère, c'est 10 moins 3 ampères. Alors, j'ai préféré mettre en milliampères parce que ça donnait des tout petits nombres. Donc, voilà. Ça donnait 0,036 ou 0,037 ampères. Donc, j'ai préféré mettre 36,9 milliampères, moins 6,5 milliampères et 30 milliampères. Alors, au passage, on vérifie que les 3, c'est bien 1 plus 1. Alors, dernière question, l'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il en récepteur ou en générateur? Eh bien, il faut regarder le signe du courant I2 qu'on a trouvé. Le courant I2, on a trouvé qu'il était négatif. Alors, ça veut dire quoi? Courant négatif, ben, je reviens à mon schéma. C'est pas cette page. Voilà. Alors, I2 négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I2 passe en réalité dans l'autre sens. Dans l'exercice, on nous a imposé le courant I2 qui passe dans ce sens. Or, on a trouvé un courant I2 négatif, ça veut dire que, en réalité, le courant I2 passe de droite à gauche. Et s'il passe de droite à gauche, ça veut dire qu'il entre par la borne plus et qu'il sort par la borne moins de ce générateur réversible. Donc, ça veut dire que ce générateur réversible est en train de fonctionner en mode récepteur. D'accord? Je vous rappelle que un générateur réversible fonctionne en générateur s'il est traversé par le courant du moins au plus, c'est-à-dire que quand le courant le traverse, les charges positives qui vont le traverser vont gagner de l'énergie, donc il est générateur d'énergie. Par contre, quand il se comporte en récepteur, le courant le traverse du plus au moins, donc les charges positives qui le traversent vont perdre de l'énergie potentielle. Donc, ce dispositif, ce récepteur, puisque les charges qui le traversent vont y laisser de l'énergie potentielle, eh bien, ça veut dire qu'il est consommateur d'énergie, donc c'est un récepteur. Voilà. Alors, on va passer, si vous n'avez pas de questions sur cet exercice, on va passer au 7. C'est bon? On peut passer au 7? D'accord. Je vais remettre l'énoncé, qu'on sache de quoi il retourne. Alors, exercice 7. On considère le circuit électrique représenté sur la figure 1 ci-dessous, donc la figure de gauche. Voilà. Alors, calculer les intensités des courants I1, I2, I3 circulant respectivement dans les résistances R1, R2 et R. Alors, R1, c'est celle-ci, R2, c'est celle-là, et R, c'est cette résistance. D'accord? Donc, le courant I1 passe dans cette branche, le courant I2 va passer dans cette branche et le courant I3 va passer dans celle-ci. On regardera après dans quel sens on décide de mettre les courants. D'accord?
Alors, deuxième question, la résistance R est en réalité constituée par l'association de résistances, comme l'indique la figure 2. Alors, la figure 2, c'est celle-ci. Calculer, alors on vous donne les valeurs de toutes les résistances, sauf R3, et on vous dit de calculer la résistance R3. D'accord? On vous donne R2, on vous donne R4, R5, il manque que R3. Par contre, on connaît la résistance équivalente. Hein. On sait qu'entre les deux points A et B, c'est la résistance R. Et R, eh bien, on vous la donne, on vous dit que c'est 5 ohms. C'est bon? Donc, on connaît la résistance équivalente, on connaît R2, R4, R5, on vous demande R3. Voilà. Alors, petit b, déterminer la puissance dissipée dans la résistance R3. Alors, on y va. Alors, voilà comment j'ai pris les courants. Alors, on nous a juste imposé le nom des courants. On nous a dit que I1 passait dans la résistance R1, que I2 passait dans la résistance R2 et que I3 passait dans la résistance R. Alors après on peut choisir le sens des courants un peu comme on veut. Hein. Alors moi, j'ai pris I1, I2 et I3 dans ce sens-là. D'accord? Alors, est-ce que j'avais une bonne raison de prendre le courant? Oui, parce que cette force électromotrice étant la plus grande, j'ai supposé que le courant passait. C'est des générateurs réversibles, mais j'ai considéré qu'il se comportait en générateur, donc c'est lui qui va débiter le courant principal. Voilà. Mais ça n'a pas d'importance, hein, ne vous bloquez pas là-dessus. Vous pouvez prendre le sens des courants exactement comme vous voulez. D'accord? Alors, j'ai pris donc les courants dans les sens qui sont dessinés sur la figure et on cherche 3 courants, donc on a besoin de 3 équations indépendantes. Alors, ces 3 équations indépendantes, on va les trouver avec les lois de Kirchhoff. Première équation, comme j'ai 2 nœuds, eh ben, je vais écrire la loi des nœuds. Et les 2 autres équations, ce seront les lois des mailles. Alors, loi des nœuds, j'ai 2 nœuds, j'ai le nœud A et le nœud B. D'accord? Donc, je vais écrire la loi des nœuds au point A. Somme des courants entrants égale à somme des courants sortants. Alors, qu'est-ce qui entre? Le courant I3, il entre. Le courant I2, il sort, donc je ne compte pas. Donc, le courant qui entre, c'est I3. Et je regarde dans cette branche, eh bien, le courant I2, il entre aussi. D'accord? Le courant I2, il fait tout le tour, il revient au point A. Donc, j'écris somme des courants entrants, c'est I3 plus I2, égale à somme des courants sortants du point A, c'est le courant I1. C'est bon? Donc, I1 égale à I3 plus I2. Donc, loi des nœuds, I1 égale I2 plus I3. Je vais vérifier que j'obtiens la même chose au point B. Somme des courants entrants, qu'est-ce qui entre? Eh bien, c'est le courant I1. Égale somme des courants sortants, qu'est-ce qui sort? Eh bien, c'est le courant I3 et le courant I2. Donc, j'ai bien la même équation au nœud A et au nœud B. C'est bon? Alors, loi des mailles. Alors, les mailles que j'ai choisies, c'est la petite maille de gauche. J'ai essayé de prendre les mailles qui me donnent les équations les plus simples. Alors, j'ai pris la maille de gauche et j'ai pris la maille, la grande maille. Pour une fois, que ce soit pas toujours les 2 petites mailles. J'ai pris la petite maille de gauche et la grande maille. Alors, première maille, donc A,
FBA, d'accord? Donc, j'écris que VA moins VF plus VF moins VB plus VB moins VA égale 0. Voilà. Donc, je reprends. VA moins VF, eh bien, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1. Ça va? Le courant entre par A et sort par F, donc c'est plus R1 I1, c'est la loi d'Ohm, hein? Donc R1 I1, plus VF moins VB. Alors VF moins VB, eh bien le courant, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc ça sera moins E1. Et VB moins VA, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R. Le courant entre par le point B et sort par le point A. Donc VB moins VA, c'est plus RI3. D'accord? Donc VA moins VF, R1 I1, moins VF moins VB, c'est moins I1, plus VB moins VA, qui est RI3, égale 0. Je suis partie du point A et je suis revenue au point A. Alors, j'ordonne un petit peu mon équation. Je ne garde à gauche que les termes qui contiennent des courants et à droite les termes qui ne contiennent pas le courant. Alors maintenant, je passe à l'autre maille, A, puisque j'ai besoin d'une troisième équation, donc j'ai besoin d'une deuxième équation en maille, A, AC, D, B, A. Alors, VA moins VC, c'est bon? VA moins VC, alors, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1. Elle est traversée par le courant I2 dans ce sens. Il entre par C, il sort par A. Donc, je vais avoir moins R1 I2 plus VC moins VD. C'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2. Le courant entre par D et sort par C. Donc, VC moins VD, c'est moins R2 I2. C'est bon, vous suivez? Alors, VD moins VB, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, c'est plus E2. Et enfin, VB moins VA, qui est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R. Elle est traversée par le courant I3 qui entre par B et qui sort par A. Donc, VB moins VA, c'est plus R I3. Alors, j'ai regroupé mes termes en I2. Donc, j'avais trouvé moins R1 I2 moins R2 I2. Donc, je les ai regroupés. Donc, moins R1 plus R2 I2 plus E2 plus RI3 égale 0. Et j'ordonne un peu mon équation. Je ne garde dans le membre de gauche que les termes qui dépendent du courant. Voilà. Alors ensuite, on passe aux valeurs numériques, parce que ça va être plus simple à manipuler pour éliminer des inconnus, éliminer des équations. Alors, j'ai donc la résistance, alors qu'est-ce que j'avais comme oui, petit R1 égale petit R2 égale 2, d'accord? Donc j'ai, oui c'est bon, ok. Voilà donc mes trois équations quand j'applique les valeurs numériques des résistances et des forces électromotrices. Alors, comme d'habitude, on va éliminer les inconnus l'une après l'autre de manière à obtenir une seule équation à une seule inconnue. Donc la
La loi des nœuds me met sur la voie pour savoir quel inconnu je vais éliminer en premier, puisque I1 s'écrit en fonction de I2 et I3. Eh bien, je vais remplacer dans les deux autres équations I1 par I2 plus I3. Voilà. Alors, dans la première équation au maille, eh bien, j'ai I1 qui apparaît, donc je remplace par I2 plus I3. D'accord? Le reste ne change pas. Dans la dernière équation, donc dans la deuxième équation au maille, je n'ai pas I1 qui apparaît, donc l'équation reste identique à elle-même, elle ne change pas. Voilà. Alors après, on range un peu, on réarrange notre équation de manière à regrouper les termes, parce que j'ai le terme I3 qui apparaît ici, j'ai 2 I3 plus 5 I3, donc je les regroupe. D'accord? J'ai regroupé les termes en I2 et en I3, donc j'ai 2 fois I2 plus 7 I3 égale 12. Ma troisième équation ne change pas. C'est bon? Et donc, j'ai déjà éliminé une des inconnues. J'ai deux équations à deux inconnues. Alors cette fois, je vais encore éliminer une deuxième inconnue pour me retrouver avec une seule équation à une seule inconnue. Alors, ce qui semble le plus simple à éliminer, quand je regarde les coefficients de I2 et I3 dans les deux équations, ce qui semble le plus facile à faire, c'est de multiplier celle-là, puisque j'ai 2I2 et 12I2. Si je multiplie ici par 6, je vais avoir le même coefficient. D'accord? Donc, je vais multiplier cette équation, la première équation par 6, et je fais la différence entre les deux équations. Donc, je vais avoir ici 12 I2 moins 12 I2, 0. 42 I3 moins 5 I3. Alors, moins 5 I3, ça me fait 47 I3. Ça va? Et ici, je multiplie par 6, donc ça me fait 72 moins 6 égale 66. Donc, j'obtiens une seule équation à une seule inconnue qui est I3. Donc, j'ai la valeur de I3 qui est 66 divisé par 47. Et je remonte après pour trouver I2 et I1. Donc, pour trouver I2, eh ben, je remonte à l'une de ces équations, soit celle-là, soit celle-là. Je remplace I3 par la valeur que je viens de trouver. Et ensuite, eh ben, je remonte à mon équation, ma toute première équation, I1 qui est égal à I2 plus I3, et j'écris que I1, une fois que j'ai trouvé I2, ben, j'écris que I3, c'est, que I1, c'est I2 plus I3. Voilà. Est-ce que tout le monde a suivi? Vous avez bien compris comment on a trouvé les trois courants I1, I2, I3? Alors, d'accord. Alors, visiblement, j'ai eu raison de choisir les courants dans les sens qui sont indiqués sur la figure, puisque j'ai trouvé que des courants positifs. Donc, ça veut dire que les courants passent bien dans le sens que j'ai choisi. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vous disais que ça n'a aucune importance. Vous pouvez choisir les courants dans le sens que vous voulez. Bah, si le sens n'est pas bon, ben vous retrouvez avec des courants négatifs, mais vous trouvez les mêmes valeurs. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez à faire, c'est de dire, ben j'ai fait un mauvais choix pour le sens de tel courant, je trouve un courant négatif. Ça veut dire que tel courant passe en réalité dans l'autre sens. Voilà. Alors, on passe à la question 2. Alors, la question 2, eh bien, on connaît la résistance qu'il y a entre les deux points A et B. On sait que c'est grand R qui vaut 5 ohms.
d'accord? Et on connaît les résistances R2, R4, R5. Et on vous demande de trouver la résistance R3. D'accord? Alors, on y va. Il faut qu'on arrive à écrire la résistance R, la résistance équivalente, en fonction de R3. Et puis après, on remonte pour avoir la valeur de R3. Alors, voilà. On a cet assemblage de résistances. Donc, on procède comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on regarde en premier, est-ce qu'il y a un endroit où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle. Alors, on voit déjà que R4 est en parallèle avec R5. Donc, on va écrire que 1 sur la résistance équivalente à ça, c'est 1 sur R4 plus 1 sur R5. Alors, que valent R4 et R5? Eh bien, R4 et R5 sont égales et elles valent 4 ohms. Donc, j'ai 1 sur 4 plus 1 sur 4, d'accord, égale à 1 sur R équivalent. Ça veut dire que 1 sur R équivalent, c'est 1 quart plus 1 quart, donc c'est 1 demi. 1 sur R équivalent égale 1 demi, ça veut dire que R équivalent, c'est 2. D'accord? Donc, à la place de ces deux résistances en parallèle, eh bien, j'en mets une seule qui vaut 2 ohms. C'est bon? Ensuite, eh bien, on regarde, est-ce qu'on a quelque part, dans cet assemblage, des résistances, soit en série, soit en parallèle, et on voit tout de suite que R3 est en série avec la résistance que je viens de trouver. D'accord? Donc, je remplace R3 plus 2, la résistance équivalente à ces deux-là, par une seule résistance qui sera leur résistance équivalente. Alors, j'ai oublié d'effacer ça. Il faudra que je corrige ça. Ok, donc j'effacerai ça. Hein. J'ai donc à la place de R3 en série avec R2, ben, je mets une seule résistance qui sera égale à R3 plus 2, d'accord, et qui sera en parallèle avec la résistance R2. Donc, 1 sur RAB, alors RAB, je vous rappelle que c'est la résistance R, donc 1 sur R est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 2. C'est bon? Donc, j'ai 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 2. Je réduis au même dénominateur. Je vais avoir R3 plus 2 plus R2 divisé par R2 facteur de R3 plus 2. C'est bon? Alors, R2, sa valeur c'est 10. D'accord? Donc, je vais avoir 1 sur R égale à R3 plus 12 divisé par 10 facteur de R3 plus 2. Et R, c'est l'inverse de 1 sur R, donc c'est 10 fois R3 plus 2 sur 12 plus R3. C'est bon? Alors après, ben, il faut que je trouve R3. Donc, R, je sais que c'est 10 ohms. 5, pardon. R, c'est 5 ohms. Donc, je vais avoir, ben, j'écris que 5, oui. Alors, j'écris que 5 est égal à 10 R3 plus 10 sur 12 plus R3. Donc, 5 fois 12 plus R3,
égale à 10 R3 plus 10. Et puis, je regroupe les termes en R3 à gauche et les termes qui contiennent pas R3 à droite. Et j'obtiens R3 égale 8. Voilà. C'est bon? Bon, je vous laisse quand même un petit peu de calcul à faire, hein. C'est facile. Je vous ai expliqué les différentes étapes. Maintenant, à vous de vérifier que R, la résistance équivalente entre les deux points A et B, c'est bien 10 fois R3 plus 2 sur 12 plus R3 et en déduire ensuite R3 connaissant R qui vaut 5 ohms. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que il reste encore le courant à trouver la puissance dissipée. Alors, la puissance dissipée dans la résistance R3, c'est-à-dire qu'il faut déjà trouver le courant qui traverse la résistance R3 et ensuite appliquer la loi de Joule pour avoir R3 multiplié par ce courant au carré pour avoir la puissance dissipée dans cette résistance R3. Donc, je laisse ça à la prochaine fois. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, j'arrête l'enregistrement. C'est bon? J'arrête? D'accord. Ok, merci. De rien.